à tous et bienvenue à la 4e session plénière d'Officine Expo 2022. Honoré de vous accueillir pour cet événement et je vous remercie pour votre présence. Alors nous avons une très belle table ce matin autour de la nutrition, immunité, nutrition et santé. Et dans la continuité, nous allons avoir une belle conférence, je suis sûr, de Dr Karim Wali, qui est nutritionniste, naturopathe et enseignant universitaire, qui va nous parler d'hypertension et alimentation. Et je lui cède la parole. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et de partager avec vous cette passion qui nous anime tous, qui est la nutrition. Et aujourd'hui, on voit en la nutrition plutôt des alicaments, c'est des réels médicaments santé. Et Hippocrate disait que votre alimentation soit votre premier médicament. Plus en plus on avance dans la médecine et de plus en plus on se trouve dans ce fait. Donc aujourd'hui, on va parler d'hypertension artérielle et alimentation. Et bien entendu, j'aimerais bien mettre au clair les choses. Il ne s'agit pas d'un régime alimentaire pour arrêter le traitement. C'est toujours une médecine intégrative. C'est-à-dire, on va toujours faire de l'hygiène de vie un allié pour contrôler la tension, pour éviter les escalades thérapeutiques et pour faire de la prévention. Voilà. Donc, on va suivre un plan assez simple. On va faire bien entendu des petits rappels physiologiques sur le syndrome métabolique et l'hypertension artérielle avant d'attaquer les deux gros problèmes, c'est-à-dire le fameux régime DASH, c'est la diète spéciale hypertension artérielle, et que vous allez voir s'apparente à notre régime méditerranéen. Et puis on va parler de certains aliments anti-hypertension artérielle. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'est-ce qu'un syndrome métabolique. C'est pas la peine de prendre en photo les diapositives, je vous donnerai mon adresse mail. Comme d'habitude, toutes les personnes qui m'envoient un mail, je leur envoie la présentation en complet. D'accord? Voilà. Donc, comme ça, merci. Donc, quand on a un syndrome métabolique, eh ben, les maladies non transmissibles au Maroc coûtent très cher. Vous savez très très bien qu'est-ce que ça, en termes d'AMO par exemple. Le remboursement, pratiquement plus des 3/4 des remboursements vont à 3% des abonnés qui ont les maladies non transmissibles. Et donc là, on va parler de diabète, donc, et les taux sont de plus en plus bas. Là, on dit même 1 gramme, c'est plus 1,10 g. On parle d'hypertriglycéridémie. On parle du mauvais cholestérol qui est bas, et notamment un taux d'HDL qui est inférieur à 0,4 chez l'homme et 0,5 chez la femme. Et puis, on parle de l'hypertension artérielle supérieure à 130, 85. Et puis, je vais finir par le dernier, et que je trouve que c'est le plus important, c'est le fameux tour de taille. L'obésité aujourd'hui nous coûte très cher, ses complications sont très chères, et vous allez voir, c'est une place de choix dans les règles d'hygiène pour lutter contre l'hypertension artérielle. L'homme ne doit pas dépasser 102, la femme 88, mais quand j'ai envie de faire de la prévention cardiovasculaire, ça devient plus. Ça devient 94 chez l'homme et 82 chez la femme. Donc, outil très simple qui ne coûte rien du tout, c'est le mètre ruban. J'ai un syndrome métabolique quand j'ai 3 facteurs de ces 5. J'insiste sur le HDL qui est élevé, parce qu'on a beaucoup de patients qui font le cholestérol total et qui viennent et qui s'alarment parce que c'est élevé. Alors qu'il y a un ratio, c'est-à-dire que quand le mauvais cholestérol, quand le bon cholestérol est bas, c'est un facteur de risque énorme parce que c'est le nettoyeur, c'est l'aspirateur de nos artères. On va passer en revue rapidement qu'est-ce que l'hypertension artérielle. Donc, on parle d'hypertension artérielle quand j'ai la pression systolique supérieure à 140 mm de mercure. Bon, dans le jargon habituel, on parle de 14. Et la pression diastolique supérieure à 9, on parle de 90. Et bien sûr, l'hypertension artérielle peut être soit systolique ou soit diastolique. Systolique, c'est quand le cœur éjecte. Diastolique, quand le cœur se remplit. Et on peut avoir les deux. Systolo-diastolique. Vos patients en officine, ils vont parler de tension serrera, tension kbira, vous le savez très bien. Bien entendu, on a plus peur de la diastolique quand elle est élevée. Pourquoi?
parce que même quand le cœur est en repos, il y a une pression au niveau des artères. Et c'est elle qui donne les plus d'accidents thromboemboliques. Donc voilà les chiffres de définition. Et ce qui est important, c'est de voir le risque d'accident cardiovasculaire en fonction des chiffres tensionnels. Et on voit très très bien qu'une tension optimale, c'est inférieur à 12,8. On parle déjà d'une tension normale entre 13 et 8,5. Et on commence à parler d'une tension normalement élevée quand on dépasse les 13,9. Alors pourquoi j'insiste sur ce chiffre? Déjà à niveau de ce stade, j'ai un petit risque d'accident cardiovasculaire. Donc, une fois que je suis dans l'hypertension légère, c'est-à-dire que c'est inférieur à 16,10, j'ai 15 à 20% de chance de risque cardiovasculaire. Quand c'est modéré, c'est inférieur à 18,11, c'est 20 à 30% de risque de faire un cardiovasculaire. Et dès que je dépasse les 18,11, et bien là, je suis dans la dernière tranche, plus de 30% de risque cardiovasculaire. Alors, c'est très important de prendre une bonne tension artérielle parce que votre patient doit être au moins 5 minutes en décubitus dorsal. Attention, pas d'excitant, pas de café, pas de thé, pas de cigarette pendant au moins 1 heure et pas fumer pendant au moins 15 minutes. En l'absence de tout traitement hypertensif, dans les 2 bras, et on ne parle d'hypertension avérée que lorsqu'on fait 3 mesures dans 2 consultations différentes. Et donc, ça serait intéressant d'aménager une petite salle de repos dans vos pharmacies si vous avez de l'espace avec une chaise pour permettre au patient de se reposer avant de prendre sa tension artérielle. La tension artérielle, c'est simple, il faut comprendre cette équation parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. La pression artérielle, c'est quoi? C'est le débit cardiaque fois les résistances artérielles. C'est le contenu et le contenant. Le contenu, c'est la volémie, c'est la quantité de sang qu'on a dans nos artères. Et le contenant, c'est l'état de vasoconstriction, c'est-à-dire est-ce qu'on est en vasoconstriction ou en vasodilatation. Et bien sûr, le débit cardiaque, quand je le multiplie par les résistances artérielles, va me donner la pression artérielle. Et en ce moment-là, quand je veux traiter, je vais jouer sur l'un de ces paramètres. Donc, la tension artérielle, elle est régulée soit à court terme, soit à long terme. À court terme, c'est le système nerveux sympathique, soit par des barorécepteurs de position, soit par des chémorécepteurs, c'est l'acidose, ou des réflexes ischémiques centrales. Et à long terme, c'est le fameux système rénine-angiotensinogène-aldostérone et l'hormone antidiurétique. On va les voir rapidement dans un schéma. Donc c'est très simple. Voilà. On va les voir très rapidement. Donc l'angiotensinogène est sécrété par le foie, qui grâce à la rénine qui est sécrétée par la médulle surrénale donne l'angiotensine 1. Grâce à l'enzyme de conversion, sécrétée par le surfactant pulmonaire au niveau des poumons, elle donne l'angiotensine 2. Et l'angiotensine 2 agit à tous les niveaux, sur le système sympathique, au niveau tubulaire pour faire une réabsorption du sodium, au niveau de la cortico-surrénale pour la sécrétion d'aldostérone, au niveau des artères pour créer une vasoconstriction et au niveau de l'hypophyse pour sécréter l'hormone antidiurétique. Et tous ces mécanismes augmentent la tension artérielle. Quand j'ai envie de faire le contraire, j'ai rapidement un feedback qui est exercé sur ma médulo-surrénale qui va inhiber la sécrétion de rénine et arrêter ce système. De ce schéma découle toute la thérapeutique. Les symptômes, vous les savez, vous aurez des patients qui viennent parce qu'ils ont des maux de tête, des troubles de vue, une fatigue, mais surtout, c'est les fameux tintements des oreilles. Ce sont les acouphènes. Et bien sûr, ça, c'est très important de le savoir, l'hypertension artérielle est une maladie silencieuse. La plupart des sujets ne ressentent aucun symptôme jusqu'à ce qu'ils abîment leurs artères, jusqu'à ce qu'ils sollicitent énormément leurs organes et jusqu'à ce qu'ils augmentent considérablement les risques des complications. Donc, on peut la partager en deux, la secondaire et l'essentielle. Dans la plupart des cas, c'est l'essentiel. Donc,
Et les plurifactorielles, on va les voir, il n'y a pas de cause évidente, elles prédominent chez l'adulte. Une hypertension artérielle peut être secondaire ou le symptôme d'une maladie, et c'est là où on traite l'étiologie, une malformation, problème hormonal ou autre chose. Donc l'épidémiologie, c'est le tiers de la population. Plus on augmente dans l'âge, plus le risque est élevé, à 50% à 65 ans. Bien sûr, la fréquence et la mortalité sont plus basses chez la femme parce qu'elle est protégée par le cycle hormonal. Et donc l'hypertension artérielle, généralement, ne se manifeste plus tardivement chez la femme par rapport à l'homme. Et il n'y a pas d'étiologie retrouvée, mais il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. Et de ces facteurs de risque cardiovasculaires, on va découler sur toute la prise en charge hygiéno-diététique qui va être accompagnante au traitement de l'hypertension artérielle. Les facteurs de risque, vous les connaissez. Chef de file, c'est le sel, on va le voir en haut et en large. Ensuite, c'est la sédentarité. Bien entendu, la sédentarité ne vous permet pas de travailler vos muscles involontaires au niveau des artères. Parce qu'un muscle artériel, il doit travailler avec l'exercice physique pour qu'il y ait une vasodilatation, une vasoconstriction, pour qu'il n'y ait pas d'athérosclérose. Bien sûr, le régime alimentaire, trop riche en matières grasses animales et pauvre en fruits et légumes, on va le voir aussi en haut et en large. L'excès de poids, et on va voir que la perte de poids est capitale pour gagner des points en hypertension artérielle. Le tabagisme et la consommation excessive d'alcool, le diabète, l'homme qui est plus enclin à faire de l'hypertension que la femme est un facteur de risque, la génétique, parce qu'à plus 45 ans, à plus 55 ans chez la femme, et l'hérédité. On a d'autres facteurs qui peuvent être liés à l'apparition de l'hypertension artérielle, le mot de tous les temps, qui est le stress, et puis certaines substances qui peuvent faire monter la pression artérielle, le réglisse, les contraceptifs oraux, et surtout les anti-inflammatoires stéroïdiens. Et là, on se retrouve très très souvent avec des personnes âgées qu'on n'arrive pas à stabiliser, que ce soit le diabète ou l'hypertension. Vous savez, c'est des femmes âgées qui ont des arthroses, qui ont des problèmes de rhumatisme et qui vont très souvent faire de l'automédication en anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc il faut toujours pousser l'interrogatoire pour chercher cette automédication parce qu'elle peut créer de réels problèmes de contrôle thérapeutique. Et puis les vasoconstricteurs nasaux. On va parler un tout petit peu de stress. J'ai trouvé que c'est intéressant parce que c'est le mot de tous les temps. On va parler un peu de stress oxydatif. Il y a des facteurs endogènes qui sont l'inflammation, l'infection, le déficit immunitaire, le vieillissement, le stress. Il y a des facteurs exogènes, endogènes, et plutôt exogènes, qui sont la pollution, le tabac, les traumatismes et une mauvaise hygiène de vie et l'exposition au soleil qui peuvent créer ce stress oxydatif. Très rapidement, c'est quoi ? Eh bien, quand on fait de l'énergie dans la cellule, on produit des déchets, comme n'importe quelle usine au monde. C'est des radicaux libres. Ces espèces oxygénées activées sont très toxiques pour l'intégrité cellulaire, notamment nos lipides, nos protéines, notre ADN, notre glucose. Et donc, ils vont activer différents facteurs ou gènes. Et pour se protéger de ces radicaux libres, eh bien, notre corps a l'arme qui est l'antioxydant. Ce sont des groupes de vitamines, ACE, ce sont des oligoéléments de protéines qui empêchent le fer de déclencher une production de radicaux libres. Et ce sont aussi des enzymes protéolytiques dont leur rôle consiste à dégrader les substrats oxydés. Et du coup, pour faire d'une manière très caricaturale, dans notre corps, on a un combat entre les pro-oxydants et les antioxydants. On se bat. Tant que notre pouvoir antioxydant va bien, ma santé va bien. Et aujourd'hui, on fait de la médecine prédictive et en micronutrition, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne va pas chercher les carences pour aller traiter, on va chercher à supplémenter sur mesure pour que ma machine fonctionne très bien. Pourquoi ? Pour garder un très bon pouvoir antioxydant. Parce que c'est l'oxydation qui me cause tous les problèmes de la santé. Et donc le stress oxydant n'est pas une maladie, mais plutôt un terrain défavorable. Ça conduit progressivement au développement de plusieurs maladies et toutes les complications qui y sont liées. Et donc, par exemple, l'oxygène toxique, il va faire une mutation d'ADN, ça va donner des cancers, destruction de protéines, ça va donner une arthrite rhumatoïde. Dans notre cas aujourd'hui, l'oxydation des lipides, ça sera de l'athérosclérose et de l'hypertension artérielle.
L'oxydation du glucose, ça sera des complications de diabète. Donc tout tourne autour de cette oxydation des lipides qui va donner de l'athérosclérose. Donc même si j'ai du LDL élevé, si je n'oxyde pas, je n'aurai pas d'athérosclérose. Si je ne stresse pas, si je vis sainement, si je mange beaucoup d'antioxydants, si je fais de l'exercice physique, eh bien, je ne ferai pas d'athérosclérose. Donc oui, il est intéressant d'aller doser le LDL oxydé pour avoir un facteur pronostic, pourquoi pas pour éviter de prendre des statines, hein. Parce que si on n'oxyde pas, il n'y a pas de problème. Alors, je vais revenir à cette notion d'oxydation. Là, je vais vous montrer un schéma qui va montrer l'oxydation du LDL en fonction de les complications de la maladie cardio-métabolique. Donc, vous avez vu, quand on a le test contrôle, l'oxydation, elle est basse. Quand on passe à côté et quand on a une angine stable, c'est-à-dire le premier stade d'une coronaropathie, on voit le taux d'oxydation du LDL qui est très élevé, hein, et on voit qu'une fois que l'angine est instable, c'est encore plus, et quand on a un infarctus du myocarde, eh bien, l'oxydation du LDL, elle est au plafond. Donc c'est l'oxydation du LDL qui crée l'athérosclérose, et donc je vous conseille de ne pas oxyder dans votre vie. Pareil, on a parlé de certaines substances qui peuvent donner l'hypertension artérielle. Cette étude, elle est très intéressante. Elle va montrer le taux de lipides oxydés chez certaines femmes qui ont entre 40 et 48 ans et qui prennent la contraception orale. Et on voit très très bien qu'il y a une corrélation entre la prise de contraception et l'oxydation du mauvais cholestérol. Donc oui, la pilule est un facteur de risque d'hypertension artérielle parce que ça permet l'oxydation du mauvais cholestérol LDL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui a des enfants, elle doit absolument mettre un dispositif intra-utérin et ne pas prendre d'hormones, ça ne sert à rien, c'est très préjudiciable pour sa santé de ses artères. Les complications, eh ben, on les connaît tous, hein, ça va des artères des membres inférieurs, les artérites, les atteintes rénales, les néphroangioscléroses jusqu'à l'insuffisance rénale. L'angine de poitrine qu'on a corrélée avec le taux d'oxydation qui va jusqu'à l'infarctus du myocarde. Bien sûr, le cœur il est en train de lutter contre la pression dans les artères et donc avec le temps, il finira par s'hypertrophier, donner une hypertrophie du ventricule gauche et une insuffisance cardiaque. Les rétinopathies hein, au niveau des yeux et puis au niveau cérébral, les fameux AVC ischémiques et AVC hémorragiques. Donc, la stratégie thérapeutique, elle est simple. Régligénodététique, quand ça ne marche pas, monothérapie. Bien sûr, en première intention, c'est les bêta-bloquants, les IEC, les inhibiteurs calciques. Si ce n'est pas efficace, soit j'augmente la dose, soit je change de classe, ou soit je donne une bithérapie. Bien sûr, il y a des petites affinités. Généralement, les bêta-bloquants vont vers les gens qui ont des coronopathies. Les insuffisances cardiaques, il faut vider. C'est plutôt les diurétiques ou les IEC ou les ARA2 qui font le remodelage du VG. Et si on a un diabète ou une insuffisance rénale, c'est plutôt les IEC ou les ARA2 parce qu'ils agissent au niveau du système rénine-angiotensine. Très rapidement, donc, les antihypertenseurs centraux, ça se donne chez la femme enceinte qui a la toxémie gravidique. Les IEC agissent au niveau de l'enzyme de conversion, les ARA2 agissent au niveau de l'angiotensine, les bêta-bloquants au niveau de la rénine, et puis les diurétiques au niveau de l'hormone antidiurétique. Les inhibiteurs calciques, ils agissent directement au niveau des muscles, au niveau artériel. Et donc, pourquoi l'alimentation est très importante? Parce que vous allez voir dans ce tableau quand est-ce qu'il faut initier un traitement. Et donc, parfois, vous avez vu que les règles hygiéno-diététiques commencent même quand on n'a pas d'hypertension artérielle et quand on a une hypertension artérielle normale et haute. Quand on a un ou deux facteurs de risque. Bien sûr, plus on a des facteurs de risque, plus on commence la prise en charge thérapeutique très tôt, c'est-à-dire même avec une tension normale, et si j'ai une maladie cardiovasculaire, eh bien je démarre un traitement. Et vous avez vu que les règles hygiéno-diététiques sont toujours les bienvenues et très très tôt dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Quand on va parler régime hygiéno-diététique, eh ben, tout tourne autour de ce fameux régime DASH qui a donné ses preuves, qui marche contre l'hypertension artérielle. DASH, c'est diète, approche pour stopper l'hypertension artérielle. Et donc, c'est la National Institute of Health qui a fait
l'étude sur ce régime. Et moi, je dis, ça s'apparente à un régime méditerranéen, vous allez comprendre pourquoi. Et l'étude clinique qui a été faite a démontré qu'en changeant les habitudes alimentaires avec ce type de régime, on arrive à réduire la systolique de 8 à 14 mm de mercure et la diastolique entre 2 et 5,5 mm de mercure. Vous allez voir, chaque fois qu'on parle d'une règle hygiéno-diététique, on va grignoter quelques millimètres de mercure. Et si on les fait tous ensemble, ben oui, on peut gagner jusqu'à 2 points de tension artérielle et éviter l'escalade thérapeutique. Et surtout, préserver nos artères contre l'oxydation du LDL et l'athérosclérose. Alors, quels sont les points essentiels de ce régime? C'est réduire la consommation de sel, choisir les bonnes graisses pour protéger le système cardiovasculaire, limiter la consommation d'alcool et le tabagisme, retrouver un poids de santé et encourager la pratique de l'activité physique. Les bienfaits du régime DASH, c'est atteindre et maintenir son poids de santé, faire baisser la tension artérielle naturellement. Bien sûr, ça passe par la consommation de sel, maintenir un apport en nutriments optimal, préserver la santé cardiovasculaire et surtout compléter l'action du traitement médicamenteux. Donc, l'hypertension égale facteur de risque cardiovasculaire. Et donc, pour lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, on va parler de 3 choses importantes. Les fibres, on va parler des bonnes graisses, et notamment les oméga 3, et puis on va parler de la perte du poids. Et bien sûr, arrêter tout ce qui est tabac et alcool. On va commencer d'abord par les fibres. Ils permettent de diminuer le taux de cholestérol et ils ont une action protectrice sur le système cardiovasculaire. Eh bien, il faut essayer d'en apporter à chaque repas et de varier les sources de fibres, fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses. Les légumineuses sont très très intéressantes. C'est de la protéine végétale, où il n'y a pas de matière grasse animale. Ça apporte son lot non négligeable de fibres alimentaires et en plus, ça contient une certaine partie des acides aminés essentiels. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir dans la même journée des céréales et des légumineuses. On peut apporter le spectre complet des acides aminés essentiels et puis facile à conserver, le coût il est modique. Bon, il suffit de bien les préparer pour ne pas avoir de désagréments digestifs. Vous connaissez tous la fameuse astuce, les tremper dans l'eau 24 heures, les cuisiner en 2 temps, jeter la première eau de cuisson. Et quand on a des troubles digestifs, on peut même aller les broyer parce que quand on les broie, on va éliminer encore plus les fibres résistantes et ça ne donnera pas de troubles digestifs. Ensuite, on a les oméga 3. En comparaison avec les oméga 6, les oméga 3 sont anti-inflammatoires et anti-obésité, alors que les oméga 6 sont pro-inflammatoires et pro-obésité. Donc, ils permettent de fluidifier le sang et de réguler la tension artérielle. Ils ont aussi un effet anti-inflammatoire des plus intéressants et donc il faut choisir les bonnes huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, nos fameuses sardines, les poissons gras, le saumon, les graines de lin, les graines de chia qui sont des super aliments. Et c'est des alicaments, aujourd'hui on les trouve dans les pharmacies, donc on commence à les vendre dans les pharmacies parce que c'est des réels alicaments. Il faut vraiment faire attention à certaines huiles qui sont très riches en oméga 6. Alors oméga 3, oméga 6, c'est la position de la double liaison carbone, en 3e position et en 6e. On a tellement vendu les mérites de l'huile 0% cholestérol, et je parle de l'huile de tournesol, que les ratios oméga 3, oméga 6 a été changé dans toute l'humanité. Donc toutes les huiles végétales ne contiennent pas de cholestérol animal, c'est du marketing d'agro-industrie. Et il faut faire attention parce que, à force de consommer le zitromia, comme on l'appelle, l'huile de table, l'huile de tournesol, on a inversé ce ratio. Et donc, attention aussi à l'huile de palme, on va le voir. Ce sont des huiles qui sont très riches en oméga 6, qui sont pro-inflammatoires et pro-obésitogènes. Privilégier les protéines maigres et les protéines végétales qui ont une bonne teneur en protéines et en acides gras de bonne qualité, notamment, on en a parlé, les légumineuses, les poissons, les fruits de mer. Toujours privilégier les poissons de petite taille. Plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus on a des risques d'avoir des intoxications, parce que plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus le risque d'intoxication aux métaux lourds est présent. Quand je prends la viande, je ne dépasse pas 1 à 2 fois par semaine et les morceaux les plus maigres. Oui, pourquoi pas,
les laits végétaux et les yaourts de soja. Et même quand je prends des produits laitiers, eh ben, privilégier ceux qui sont écrémés, parce qu'on oublie que les produits laitiers, c'est de la matière grasse animale. Forcément, hein, dans un carré de fromage, on tourne à 45% de matière grasse, dans du lait, c'est 35% de matière grasse, le beurre, n'en parlons mais pas. Et puis, surtout, les oléagineux, que beaucoup de gens mélangent. Quand je parle de noix, quand je parle d'amandes, quand je parle de pistaches, c'est vraiment un réel aliment santé. C'est de la bonne matière grasse. Bon, il ne faut pas dépasser une poignée parce que quand même il y a des calories dans les matières grasses, mais c'est de la matière grasse végétale. Ça n'a aucun impact sur le taux de cholestérol. D'ailleurs, je le dis toujours, l'alimentation n'est responsable que du tiers du cholestérol sanguin. Les 2 tiers, nous le fabriquons à l'intérieur. Et encore plus loin que ça, c'est les gras transformés qui sont responsables. C'est-à-dire que quand je mange naturel, je ne risque pas trop d'augmenter mon taux de cholestérol sanguin. D'ailleurs, même les œufs, ils ont longtemps été accusés à tort. Il y a eu des études à 9 par jour. Ça n'avait aucun impact sur le taux de cholestérol sanguin. Donc, tant qu'on mange méditerranéen, sainement, frais, on n'a pas d'impact sur notre taux de cholestérol. L'activité physique est quelque chose de primordial dans la lutte contre l'hypertension artérielle. On recommande de pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour et de favoriser les activités cardio de bonne intensité, la marche rapide, la course à pied, les randonnées, le vélo, la danse. Oui, il faut joindre l'utile à l'agréable. Et en termes de chiffres, il y a une étude très intéressante sur 6000 hommes, 35 et 60 ans, qui a montré que juste 11 à 20 minutes réduit de 12% le risque d'hypertension artérielle. Et plus de 20 minutes, je réduis de 30% le risque d'hypertension artérielle. Et donc, à long terme, l'exercice physique me permet de réduire la systolique entre 4 et 9 mm de mercure. Donc, il faut profiter de chaque instant, même quand on n'a pas le temps. Au lieu de prendre l'ascenseur, eh ben, je prends les escaliers. Si je vais au travail avec ma voiture, il suffit de la poser à 2 pâtés de mon travail. Comme ça, je m'oblige à faire 5-10 minutes de marche aller-retour qui vont me permettre de faire mes pas quotidiennement. Aujourd'hui, tous les smartphones calculent les pas, toutes les montres connectées calculent les pas, c'est simple. Donc, il suffit de trouver des petites astuces pour grignoter les 20 minutes par jour, et même plus, hein, si je gagne 30% de risque de faire de l'hypertension artérielle, ça vaut le coup. Et donc, maigrir, c'est très très important quand je veux maîtriser l'hypertension artérielle. Donc, comme un facteur de risque de l'HTA, l'obésité, ça favorise l'hypercholestérolémie, qui favorise l'athérosclérose, surtout quand j'ai de l'obésité abdominale. On a plus peur des minces avec le bide que des gros qui sont en bon point. Parce qu'il faut faire la différence entre les 2 types de graisse, la graisse brune et la graisse blanche. Celle qui est dangereuse, qui donne des facteurs de risque, c'est celle qu'on trouve au ventre. Par contre, celle des cuisses, non. Elle est protectrice. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens faire la chirurgie esthétique, enlever la bonne graisse et mettre la mauvaise graisse à la place. Ça, c'est pas bon, hein. Donc, oui, la graisse gynoïde, c'est une graisse de bonne qualité qui fait de la prévention cardiovasculaire. Bon, certes, en trop, ça donne des complications mécaniques, mais c'est protecteur en termes cardiovasculaires. Alors, chaque 10 kg de perdu nous fait gagner entre 5 et 20 mm de mercure. On peut gagner 2 points de tension juste en perdant 10 kg. Moi, je me retrouve très souvent avec des patients qu'on suit pour obésité au cabinet et qui perdent quand même du 20, du 30 kg. On se retrouve toujours avec une désescalade thérapeutique. Il se retrouve avec son même traitement, avec de l'hypotension artérielle, et on se retrouve en train de réduire la charge thérapeutique parce que la perte de poids est quelque chose d'essentiel dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et donc, l'alimentation qui est déconseillée en cas d'hypertension artérielle, eh ben, c'est adopter un régime peu salé, trop salé plutôt. Et donc, pourquoi ? Parce que le sel égale athérosclérose. C'est éviter tout ce qui est graisse saturée, alcool, tabac. On va parler un tout petit peu du sel. Donc, il faut savoir qu'il faut consommer avec modération. On a un équilibre entre le sel et le potassium. Hein, ça doit être 1/5. Bien sûr, le potassium, c'est les fruits et les légumes, c'est tout ce qui est alcalin. Le sel, le sodium, on le trouve d'abord dans le sel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit consommer maximum 2300 mg par jour. Les chiffres sont beaucoup plus loin. Et ce qui est grave, c'est que les gens
quand on a fait une étude sur la consommation marocaine des sels, ne se rendent même pas compte de la quantité de sel qu'ils ingurgent chaque jour. C'est-à-dire que quand on fait l'interrogatoire et qu'on trouve qu'on est à 2 ou 3 fois les normes recommandées et qu'ils ne sont même pas conscients, vous mangez salé? Non, pas du tout. Donc dans le pain, dans le tagine, à table, dans la sauce de la salade, plus tout ce qui est industrialisé, et notamment la charcuterie, etc. C'est du sel caché. Plus on avance dans l'âge, plus on doit réduire sa consommation de sel. Vous avez vu qu'à moins de 50 ans, 1500 mg par jour, entre 50 ans et 70 ans, c'est 1300 mg par jour, et au-delà de 70 ans, c'est 1200 mg par jour. Ça permet de gagner entre 2 et 8 mm de mercure. Attention aux plats préparés, la charcuterie, le khlé, les sauces, les viandes séchées. Et donc, il faut plutôt consommer les aliments riches en potassium, la pomme de terre, la courge d'hiver, la banane, les épinards, qui sont excellentes sources de potassium qui permettent d'équilibrer ce ratio sodium-potassium de 1/5. Généralement, on ne fait pas un régime sans sel strict. On enlève le sel du pain et le sel à table. On laisse le sel dans la cuisson, à moins qu'il y ait des complications graves d'insuffisance rénale ou insuffisance cardiaque, mais généralement on ne fait jamais un régime sans sel strict. Et donc, attention au sel caché, et généralement les fameux bouillons qu'on ajoute dans l'alimentation. Attention au mélange d'épices, parce qu'on a tendance à prendre des mélanges d'épices pour le poisson, pour la viande, pour le poulet. Il y a toujours du sel dedans. La moutarde est riche en sel, le fromage est riche en sel, tout ce qui est charcuterie, aliments fumés, tout ce qui est conserve, parce que le sel est un excellent moyen de conservation, et puis tout ce qui est sauce industrielle et biscuits salés industriels, comme les chips par exemple. Les chips, c'est un cocktail Molotov. Plus la friture est fine, plus elle est nocive, ça contient du sel. Donc tu as des acides gras trans, tu as le sel, donc c'est le cocktail parfait pour faire de l'athérosclérose. Il faut réduire sa consommation d'alcool, il faut réduire, quitte à arrêter le tabac. Bien sûr, la cigarette est un facteur de risque cardiovasculaire. Même l'alcool, quand on arrête complètement, on réduit entre 2 et 4 mm de mercure notre tension artérielle. Donc, le régime d'âge, si on veut résumer, il se résume à quoi? Ce sont les fruits, les légumes, les grains entiers, les noix, tout ce qui est poisson gras, et puis tout ce qui est faible en matière grasse. Et on évite toute la consommation des viandes rouges, on évite tout ce qui est sucre, matière grasse, surtout la matière grasse saturée. Et puis, on réduit le sel. Et donc, finalement, je vais vous le dire, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un régime méditerranéen typique. Légumes et fruits du marché, viande blanche, poisson, poulet, on a 2 côtes de plage, l'huile d'olive, très riche en oméga 3. Et donc, finalement, les Américains, ils ont fait des montagnes pour accoucher d'une souris. Il suffit de leur dire, mangez notre tagine marocain avec de la bonne huile d'olive, avec du poisson et du poulet, et on est en plein dedans, dans le régime DASH. Ça, c'est un exemple d'un régime DASH à 2000 calories, et donc vous voyez, on marche toujours par des équivalents. C'est la manière la plus simple de faire adhérer vos patients. Vous marchez par équivalent. Par exemple, il faut consommer 7 à 8 produits céréaliers, et vous allez leur dire c'est quoi la portion. Comme ça, c'est très facile pour votre patient de se retrouver. Donc c'est pareil qu'on fait avec les diabétiques, on marche toujours par le système des équivalents, parce que le système des équivalents permet de manger diversifié en contrôlant la quantité, et ça permet surtout de ne pas se priver. Donc c'est très très important de parler d'équivalence. Donc quelques conseils pratiques pour bien réussir ce régime. Il faut fractionner l'alimentation et faire 1 à 2 collations dans la journée si besoin. Il faut bien lire les étiquettes et préférer les produits pauvres en sel. Il faut toujours démarrer les repas par des crudités ou par une soupe de légumes pour être rassasié, pour gérer son appétit. D'ailleurs, ça, c'est une excellente astuce quand on est invité dans une fête, et notamment dans un mariage. On sait très très bien qu'on pose le dîner très tardivement, donc on a faim, il y a les amuse-gueules qui tournent, on se retrouve en train de faire des grignotages. Donc toujours penser à boire son bol de soupe avant
d'être invité. C'est une très bonne astuce pour gérer ça. Hein. Parce qu'on sait que le dîner va être posé tard. Donc si on a faim, et après tout ce qui tourne, hein, donc on va se retrouver en train de se grignoter avec du salé et du sucré et dîner très tard. Au moins, quand on a pris un bon de soupe, on va tenir le coup jusqu'à ce qu'on pose le dîner et on va dîner. Donc le poisson gras au moins 2 fois par semaine. Et puis, saupoudrez vos plats de super aliments, hein, de graines de lin, de graines de chia. Donc c'est riche en antioxydants, ça va permettre de moins oxyder. Préférez les féculents et le pain complet à leur version classique raffinée. Faites vous-même votre pain à la maison. Préparez vous-même votre farine parce qu'elle sera la plus complète que possible. Et puis, c'est très simple. Pour éviter de saler vos repas, eh bien, utilisez les bonnes épices, les fines herbes. Ça rehausse le goût du plat et ça vous fait oublier qu'il n'y a pas de sel. Mettez du citron, du thym, des feuilles de laurier, de l'origan, de la curcumine. Tout ça vous font oublier qu'il n'y a pas de sel dans le plat. Mangez lentement. Écoutez vos sensations alimentaires parce qu'il y a 2 sortes de satiété. Il y a la satiété de l'estomac. Si on la cherche, elle est très loin. Parce que quand le cerveau vous dit que vous n'avez plus faim, c'est que vous avez dépassé de beaucoup la plénitude de votre estomac. Par contre, la satiété gustative est très importante. Quand c'est bon, je suis d'abord satisfait au niveau de mes papilles gustatives et c'est plus important. Et puis, attention, pensez à faire des jus de légumes, des jus de fruits au niveau des apéritifs pour éviter tout ce qui est alcool. Et puis, pour finir, évitez tout ce qui est industriel et très préparé. Mangez sainement à la maison. On va finir cette présentation, parce qu'on parle alimentation, en choisissant quelques aliments qui sont nos alliés pour faire baisser la tension artérielle. Donc, je vais parler d'abord de brocoli, hein, c'est l'indispensable dans les régimes d'hypertension artérielle. Il est riche en calcium, il est riche en magnésium et surtout riche en potassium qui permet de contrecarrer l'effet du sodium. Et en plus de sa teneur en flavonoïdes, il est protecteur des maladies coronariennes et donc qui sont les complications de l'hypertension artérielle. L'ail, vous la connaissez tous. Donc, il ne suffit pas de la mettre à l'oreille pour faire baisser la tension artérielle. Hein. On va voir que c'est la lysine qui marche, qui a un pouvoir antilipémiant. Et donc, l'ail réduit le taux de cholestérol et l'hypertension. Elle agit contre l'athérosclérose. La dose, c'est 4 gousses par jour. Et si vous n'aimez pas, eh bien, vous passez par un complément alimentaire parce que ça a été traité, mis en gélule pour enlever l'odeur de la lysine. Parce que c'est cette lysine qui a l'odeur forte et piquante qui a un effet thérapeutique. Donc l'ail est anti-atéromateuse, anti-hypertensive, anti-lipémiante, fibrinolytique, anti-agrégante plaquettaire, immunostimulante et antibiotique. Donc là, il faut la mettre dans toutes les sauces dans vos plats. L'ail et huile d'olive, c'est un bon mélange. Ça permet de mieux libérer son pouvoir. Donc quand on met un peu d'ail dans l'huile d'olive, c'est une très bonne chose. Hein. Pareil quand on met l'ail avec la tomate, plutôt l'huile d'olive avec la tomate. Ça permet de libérer plus la lycopène. Donc la fameuse patate douce, qui reste un excellent choix pour faire des veloutés. C'est riche aussi en potassium, en calcium, en magnésium. Et le potassium est l'allié anti-hypertension artérielle. En plus, l'avantage de la patate douce, c'est qu'elle a un très bas indice glycémique. Ça peut être donné chez les diabétiques et on peut remplacer avec la pomme de terre. On peut les faire dans les veloutés, on peut en faire des frites, on peut la faire au four. C'est vraiment une bonne révélation. Après, on a le yaourt. Voilà. On a le yaourt, mais fait maison. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étude assez sérieuse aux États-Unis sur 2000 personnes. Ils ont montré qu'un bon yaourt fermenté avec les bons bifidobactéries diminuerait de 31% de risque d'hypertension artérielle. Et donc, collation, yaourt fait maison et graines de chia ou graines de lin. Donc on a une source de fibres, on a des oméga 3 et on a des bonnes probiotiques. Les fameuses amandes, c'est riche en potassium aussi, c'est riche en magnésium.
et en acides gras insaturés. Donc c'est très très bon pour notre hypertension artérielle et ça réduit l'oxydation du mauvais cholestérol. Le chocolat, bon, il faut bien vous donner un truc sympa par les légumes verts, hein, n'est-ce pas? Donc c'est riche en flavonoïdes, c'est riche en antioxydants. Qui dit antioxydants dit lutte contre l'oxydation du mauvais cholestérol. Donc c'est riche en magnésium, en potassium, mais attention, il faut qu'il soit au moins à 60% de cacao et sans sucre. Et puis, notre fameuse curcumine, hein, aujourd'hui, on la conjugue à toutes les sauces. Hein. Anti-inflammatoire, anti-cholestérol. Donc, l'épice à la mode en ce moment, parce qu'on sait qu'elle est anti-cancer, anti-inflammatoire, réductrice des maladies cardiovasculaires, anticoagulante et anti-inflammatoire. Néanmoins, il faut faire attention chez certains patients qui sont sous anticoagulants, parce que la phytothérapie, et parmi les gens qui ont assisté à mes cours de phytothérapie ici, c'est des principes actifs. Et donc, même quand je les donne en complément alimentaire, ça peut donner des interactions médicamenteuses. Et donc, quand j'ai un effet anti-agrégant plaquettaire ou anticoagulant, il faut faire attention quand mes patients sont sous ces deux types de médications. Et puis, la banane, bon, on connaît tous qu'elle est riche en potassium et en magnésium. C'est aussi des fibres, et puis c'est des antioxydants, et en plus ça contient de la vitamine B et C, c'est un excellent aliment boost en collation. Donc, et l'artichaut, c'est vrai qu'on connaît plus l'artichaut pour lutter contre les problèmes de foie, parce que c'est un excellent détox du foie. Donc, mais c'est aussi un excellent remède grand-mère pour lutter contre l'hypertension artérielle, parce qu'il est riche en potassium, et parce qu'il a un effet diurétique naturel. Donc, il permet de réduire la volémie sanguine. Et donc, la tomate, comme on en a parlé, comme l'ail, hein, elle est riche en antioxydants, riche en acides aminés, en vitamines. Elle contient surtout du potassium. Et puis, hein, dans de l'huile d'olive, on peut faire une sauce et faire une tartine à l'espagnol le matin. C'est une très bonne chose hein, pour bien démarrer la journée. Et donc, pour ne pas faire long et pour conclure, il faut avoir une alimentation équilibrée. Les poissons gras, c'est 2 à 3 fois par semaine, parce que c'est riche en oméga 3 et ils sont anti-inflammatoires et protecteurs au niveau cardiovasculaire. Nos sardines, bon marché, grande valeur nutritionnelle. Consommer les fruits et les légumes en abondance, c'est des fibres, c'est des antioxydants, ça va vous empêcher d'oxyder. Limiter tout ce qui est consommation de sucre et de matières grasses, et donc surtout éviter tout ce qui est fast food, junk food, c'est des calories vides. Plus les calories augmentent, plus la valeur micronutritionnelle diminue. Et puis, faites de l'exercice physique, montez les escaliers, déposez la voiture loin de votre travail, montez les escaliers à pied et évitez la sédentarité, restez devant vos écrans, utilisez énormément la voiture et puis évitez le tabac et l'alcool. Et puis, je remercie nos partenaires et merci pour votre attention. Je suis prêt à prendre quelques questions, s'il y a parmi vous qui sont intéressés par quelque chose. Bravo, docteur. Bravo, bravo. Et si vous avez des questions, nous étions à court de micros, ils sont tous de ce côté. Questions, commentaires, observations? Vous avez été clair, apparemment. Mais d'autres sujets peut-être que vous voudrez dire pour conclure simplement, un dernier message? Oui. Donc aujourd'hui, moi ce que je trouve intéressant de partager avec vous, et vous le savez tous, aujourd'hui il faut préparer sa retraite de santé avant de préparer sa retraite pécuniaire et financière. Et aujourd'hui, la retraite de santé se prépare très tôt. C'est-à-dire, on parle déjà des 1000 premiers jours, et vous avez déjà assisté à une conférence pareille durant ce séminaire. C'est-à-dire, pensez à faire des consultations prédictives.
sensibiliser les mamans avant qu'elles tombent enceintes, lutter contre les carences micronutritionnelles avant qu'elles tombent enceintes, inciter-les à accoucher par voie basse et avoir un allaitement maternel, essayer d'avoir une bonne immunité parce que la flore intestinale se fait les 3 premières années de la vie. Et aujourd'hui, la dysbiose est responsable de tous les maux sur la Terre. Donc, ajouter une bonne flore intestinale, si on ajoute à ça le moindre stress oxydatif, c'est-à-dire manger sainement, faire de l'exercice physique, manger équilibré, eh ben, on fait de la prévention santé. Vous savez, aujourd'hui, l'épigénétique, on a ce pouvoir de changer et même de forcer la prédisposition génétique si on est bien entouré. Donc, en conclusion, je vous dis, entourez-vous d'énergie positive et de gens positifs, bougez et mangez sainement. Et merci. Merci pour cette belle conclusion. Merci, docteur Louali.